Bonjour, et merci de nous avoir rejoints. Restez à l'écoute. Notre présentation de fond débutera sous peu. Mais d'abord, installez-vous confortablement et profitez de cette brève vidéo éducative sur le cycle des catastrophes sur Terre. Météo spatiale? Oui, c'est exact, les amis. Il s'avère que le Soleil pourrait impacter la Terre bien plus que ce que nous pensions au départ, et c'est pourquoi nos bons amis de Space Weather News ont aidé à créer cette vidéo éducative pour vous aider à comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle des catastrophes terrestres. Profitez-en. Eh bien, bonjour à tous, les garçons et les filles. Parlons de notre grand pote du quartier, le Soleil. Le Soleil nous apporte chaleur et lumière, mais il projette aussi toutes sortes de rayons et de particules invisibles. Ça fait peur, non? Mais ne vous inquiétez pas, la Terre porte une couverture protectrice appelée bouclier magnétique, et c'est exactement ce qui fait qu'une boussole pointe vers le nord. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. De temps en temps, le champ magnétique terrestre se mélange un peu. Le pôle nord peut devenir le pôle sud, et le pôle sud le nord. C'est ce qu'on appelle un renversement géomagnétique. Cela s'est produit de nombreuses fois dans la longue histoire de la Terre, et cela peut affaiblir ce bouclier pendant un certain temps. Mais la Terre ne flotte pas toute seule là-bas. Tout notre système solaire voyage à travers la galaxie de la Voie lactée, et dans cette galaxie se trouve ce qu'on appelle la nappe de courant galactique. Pensez-y comme une grosse vague cosmique, et tous les 12 000 ans environ, notre système solaire en traverse une. Et quand ça arrive, oh là là, le Soleil peut vraiment se déchaîner. Les scientifiques appellent cela une micronova solaire. C'est une explosion soudaine d'énergie, plus forte que tout ce que nous avons vu à l'époque moderne. Cela pourrait bouleverser la croûte terrestre, agiter les mers et provoquer des changements très spectaculaires. Tout cela vous semble très alarmant? Oui. Ne t'inquiète pas. C'est juste le cycle désastreux de la Terre. Nous serons probablement tous loin d'ici à ce moment-là, vers 2040. La dernière date d'il y a 6000 ans, et c'était l'un des événements mineurs. 6000 ans auparavant, il y a eu un événement majeur, un événement mineur il y a 18 000 ans, et ainsi de suite. Le pire que nous connaissions date d'il y a 40 000 ans. Mais essentiellement, elles se produisent environ tous les 6000 ans, avec les plus graves tous les 12 000 ans. Nous sommes 12 000 ans depuis le dernier mauvais, 6 000 ans depuis le dernier petit événement, ce qui signifie que nous sommes parfaitement à temps pour un autre, et tout ce à quoi nous nous attendrions de voir s'il se reproduisait maintenant est en fait déjà en train de se produire. Les pôles magnétiques de la Terre bougent. Le champ magnétique s'affaiblit. Ce processus s'accélère de plus en plus vite au cours des dernières décennies. À un moment donné, probablement à la fin des années 2030 ou dans les années 2040, nous aurons le décalage du pôle magnétique. Et quand cela arrivera, tout cela en même temps, le climat va changer rapidement, bien plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Nous allons être bombardés par bien plus de radiation que n'importe quelle vie sur cette planète depuis 12 000 ans. Nous allons voir des oiseaux, des poissons, des insectes, des animaux qui ne savent pas où ils vont. Notre monde technologique va s'effondrer du fait que nous n'avons aucun moyen de protéger la planète du Soleil. Le champ magnétique s'affaiblit, alors que nous devrons nous inquiéter que nos centrales nucléaires ne fondent. C'est un événement de niveau extinction. Nous sommes en cours, et cela se produit en ce moment même. Nous pouvons suivre où se trouvent les pôles magnétiques, comment ils se déplacent et la force réelle du champ magnétique. Nous pouvons voir que les pôles bougent et qu'ils s'accélèrent, et que la protection magnétique globale de notre planète s'affaiblit, et cela s'accélère. Les aurores boréales et australes, l'aurore, au cours des dernières années, nous avons remarqué qu'elles sont plus fortes, plus durables et s'étendent plus à travers le monde que ce à quoi nous nous attendrions.
Il y a donc des changements ici sur Terre qui nous donnent vraiment l'indication que cet événement majeur est en train de se produire, et compte tenu des implications dans les données géologiques, c'est quelque part entre remarquable et terrifiant, car c'est l'un des sujets les plus importants au monde dont pratiquement personne ne parle. Cela s'est déjà produit. Il y a partout des preuves qui montrent que cela s'est déjà produit. Et si vous regardez de près, vous verrez qu'il existe des preuves suggérant que cela va se reproduire. J'en ai déjà fait quelques autres, comme je l'ai dit, je suis allé en Floride. Ils avaient en fait trouvé une partie d'une défense et des trucs de tigre à dents de sabre. Vous savez, parce qu'à cette époque, il y a 12 000 ans, ces animaux ont été pratiquement anéantis en une journée. D'accord. Regardons ce mur de coquillages ici. Avez-vous trouvé des artefacts ici? Des ossements préhistoriques ou ce genre de choses? Et, on sait que c'est arrivé un jour parce que la boue gelée en Alaska est un mélange de prédateurs, d'herbivores, de tout. Donc, tu sais, ce n'était pas à cause de la prédation. C'est, tout le monde est mort en même temps. C'est vraiment intéressant. Regarde cette ligne noire qui traverse ça. Je pense que c'est probablement un artefact de l'événement. J'aimerais en avoir quelques exemples. Ce que nous avons ici, c'est un horizon de coquillage. Nous avons une couche supérieure plus claire et une couche inférieure plus claire. Mais vous pouvez voir qu'il y a une couche de coquillage brûlé. Donc nous avons des obus non brûlés ici, des coquillages brûlés ici, et des obus non brûlés ici. Mais la couche prédominante de brûlé est jolie, elle fait 6 ou 8 pouces de profondeur. Donc quelque chose les cuisinait, et ça ne peut pas être des incendies de forêt. Pas assez de chaleur. Mais c'est une étrange anomalie que personne ne puisse vraiment expliquer pourquoi ces horizons de coquillages ont cette bande brûlée. Et ça descend tout le long, tout le long. Vous pouvez considérer ces couches comme des anneaux sur un arbre. Avec un arbre, chaque anneau symbolise une saison. Il pousse au printemps, s'arrête en hiver. Cependant, avec ces fosses d'obus qui s'étendent sur des kilomètres, chaque couche, compte tenu de sa profondeur, pourrait représenter le cycle magnétique de 6000 ans. Il faut se demander comment tous ces coquillages et ces os ont-ils pu se retrouver ici? Nous sommes à plus de 30 miles de l'océan, et nous nous tenons sur un cimetière sans fin d'un monde passé qui s'étend au-delà de l'horizon. Le Soleil s'est réveillé il y a 12 000 ans et a causé cela. Et le Soleil va se réveiller à nouveau, peut-être en 2046. C'est difficile à dire car nous ne connaissons pas vraiment l'année de début, mais nous pouvons nous baser sur des cycles magnétiques, et il semble que celui-ci soit sur le point de se terminer. Et c'est ce que je prévois, et c'est ce à quoi je vais me préparer. Tu sais, mon sentiment personnel, c'est que c'est un mystère. C'est une question de chance. Si tu y arrives, tu y arrives. Si ce n'est pas le cas, c'est le cas. Si vous y arrivez, vous pourriez quand même survivre. Mais au moins, tu as eu une chance. Et à travers l'histoire, c'est tout ce dont les êtres humains ont jamais eu besoin. J'ai donc une formation en chimie, biochimie, médecine, astronomie, physique et physique solaire. Les fichiers communiquent entre eux. Je peux donc voir des motifs plus larges que quelqu'un dans un domaine d'études spécifique ne verrait peut-être pas à cause de tous les éléments accessoires qui contribuent à un schéma plus large. Je suis le docteur Auguste Dunin, et je suis chercheur chez Space Weather News, une équipe indépendante qui envisage que nous puissions avoir une nova récurrente sur notre étoile tous les 12 000 ans. J'ai une expérience approfondie dans de nombreux domaines. C'est moi ici. Ici l'administrateur Odom. Voici Gary Grillet et un autre personnage. Alors j'ai rencontré Odom, et il m'a dit, tu dois aller, parler aux gars de la NASA. Et c'est ce que j'ai fait, et voici le modèle que j'ai construit pour le Dr Snyder,
et voici les générateurs solaires, les générateurs miroirs. Et il y a moi et Buzz. C'est amusant. Quand j'étais très jeune, mon père disait, tu sais, tu n'aimes pas beaucoup de tes cours, mais considère ta tête comme un dossier, et entre ces informations, et finalement les dossiers commenceront à se parler. Et il avait raison. Il y a tellement de choses qui se passent au fil du temps, des cycles, qu'il est raisonnable de penser que notre étoile est comme n'importe quelle autre étoile, et qu'elle va traverser différents cycles de vie et différentes périodes de changement pendant son épuisement de l'hélium et de l'hydrogène, et tout le reste. Cela arrive avec les étoiles qui vieillissent. Mais ce qui est vraiment intéressant avec notre étoile, c'est qu'il semble y avoir un motif, d'environ 12 000 ans, où elle s'illumine tout simplement. Quand tu commences à voir des aurores en Floride, d'accord, tu as un problème, car elles ne sont censées être peut-être qu'aussi loin au sud que le Canada. Mais la Floride, Cuba, ce genre de choses, ça veut dire que ton champ géomagnétique ne te protège pas, donc il y a quelque chose qui cloche. Donc oui, mon problème en ce moment, c'est juste de rester en vie, de rester heureux, de rester en bonne santé. Et, quand j'étais plus jeune, genre 39 ans. C'était, Dans ta voiture, tu as un V6 ou un V8. Le moteur est un peu monté sur un V. Ce sont ce qu'on appelle des opposées horizontales. Donc vous avez vos 4 cylindres posés à plat, donc ils allaient et venaient. Donc, si vous remarquez, vous avez un seul jeu de bougies sur le dessus. Mais il y a aussi un ensemble de fils venant du bas. En passant par l'arrière, il y a un ensemble de fils qui vient ici, un autre fil qui passe ici, et ils vont jusqu'à ce qu'on appelle un magnéto. Vous trouverez des magnétos sur beaucoup de vos anciens moteurs, mais c'est essentiellement un petit générateur connecté au moteur, donc tant que le moteur fonctionne, il produit du courant électrique, et ce courant électrique sert directement à faire fonctionner les bougies. Votre voiture a la bobine d'allumage, qui est connectée à l'ordinateur et à tout le reste, donc si votre système électrique tombe en panne, votre moteur s'éteint. En tant que pilote, il est important de savoir qu'il existe une différence entre le nord véritable et le nord magnétique. Qui sait que le nord magnétique se déplace au fil du temps? Bon, quelques points sur la Terre qui tourne. Au fur et à mesure qu'il tourne, on a ce qu'on appelle le vrai nord et le vrai sud. Ce qui est drôle, c'est que le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique ne s'alignent pas nécessairement avec le vrai nord et le vrai sud. Avec le temps, elle a déplacé d'être tout aussi loin ici à la surface du monde. Tiens. 1980. Quand je suis né en 1981, le pôle nord magnétique était juste ici, dans le nord du Canada, un peu là où j'imagine qu'il se trouverait. Si on avance un peu dans le temps, de 1980 depuis ma naissance, 1900, remarquez qu'elle est toujours là, dans le nord du Canada. Revenons même à 1792. Remarquez qu'il n'a pas beaucoup bougé. Revenons même jusqu'en 1655. Il est toujours à peu près dans la même position, juste là. Regardez ça. Si vous revenez ici, en 1969, 2001, elle a un peu bougé, mais elle est toujours dans la même zone rugueuse. Maintenant, avançons un peu plus. En 2004, elle se déplace plus au nord. 2006, se déplaçant plus au nord. 2008, et en 2009, elle s'est déplacée si loin au nord qu'elle n'est plus à l'écran. Avec le temps, cela évolue, et ce qui va se passer à l'avenir, je ne sais pas vraiment où cela va mener. Il y a eu des spéculations sur un risque de renversement. Peut-être que ce sera dans notre vie, peut-être pas. Mais il est intéressant de noter qu'il circule à un rythme très rapide.
Bonjour à tous. Nous avons commencé la matinée en essayant de comprendre que le Soleil fait plus que nous donner de l'énergie lumineuse. Cela nous donne de l'énergie particulière. Nous avons parlé de ce que sont ces particules, de la façon dont cette énergie est amplifiée, augmente et diminue. Dans la seconde moitié de ce matin, nous avons parlé des raisons pour lesquelles nous nous en soucions. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, ce ne sont que les déplacements rapides des pôles magnétiques des 72 000 dernières années. Chacune d'elles apparaît dans les données. Il n'y en a plus que 2 qui n'ont pas officiellement de nom, mais pourtant ils apparaissent toujours dans les données, et de nombreux géologues diront qu'il n'est qu'une question de temps avant qu'il n'ait pas de nom. Aujourd'hui, même s'ils sont beaucoup plus difficiles à repérer plus on remonte dans le temps, le dernier à obtenir un nom est le plus récent, l'événement Tianchi. C'était il y a environ 6000 ans. Il y a eu un changement rapide du champ magnétique terrestre. Beaucoup de choses sont mortes sur la planète, et c'est pareil pour tous les 6000 ans dans le passé. Nous avons fait 6000 ans après le dernier, et que voyons-nous, bien sûr, si ce n'est que le champ magnétique terrestre change à nouveau pile à l'heure, et les pôles magnétiques de la Terre se déplacent à nouveau, et le champ magnétique de notre planète s'affaiblit à nouveau. C'est ce qu'est le cycle des catastrophes. Il y a plusieurs autres éléments, et nous allons en parler beaucoup ici. Je m'appelle Ben Davison. Je suis le fondateur de Space Weather News, Observer Ranch et la chaîne YouTube Suspicious Observer. Je suis un expert du Soleil et de son impact sur la Terre, ce que nous appelons la météo spatiale, ainsi que du champ magnétique terrestre, de son évolution au fil du temps, et de son impact sur notre planète Terre. Il y a un événement qui se produit sur cette planète de façon assez cyclique et assez régulière, appelé un décalage magnétique des pôles. Certains appellent cela une excursion géomagnétique. En gros, ce qui se passe, c'est que les pôles magnétiques de notre planète commencent à se déplacer des endroits où ils étaient stables depuis plusieurs milliers d'années, et pendant ce temps, le champ magnétique de notre planète elle-même commence à s'affaiblir. C'est la magnétosphère, le bouclier magnétique qui enveloppe toute notre planète pour la protéger du Soleil, des supernovas, des rayons cosmiques, des explosions de rayons gamma, de toutes ces énergies effrayantes qui nous arrivent de l'espace. Ces dernières décennies, la position des pôles magnétiques a évolué très rapidement. Elle traverse le nord du Canada vers la Russie, puis revient. Cela signifie que les zones où vous aurez plus ou moins de problèmes avec les satellites vont aussi changer. Je suis Marc Bourassa. Je suis professeur de météorologie à la Florida State University et directeur associé du Center for Ocean Atmospheric Prediction Studies. Je dirige une équipe scientifique de la NASA pour, étudier les vents de surface. Nous mesurons les vents au-dessus de l'océan. Il y a donc différentes catégories d'éruptions solaires. Ils sont organisés par ordre de grandeur, donc une différence de force de 10. Mais à mesure qu'ils montent, dans cette échelle, ils deviennent 10 fois pires. Et quand on arrive à ces cas plus graves, ils ne sont pas seulement un peu plus sévères que les plus graves, ils sont bien plus graves. On a donc émis l'hypothèse que, nous sommes en place d'un changement, un échange de polarité magnétique de la Terre, où le Sud et le Nord échangeraient, des camps. Et pendant ce processus, il a été suggéré que le champ électromagnétique autour de la Terre pourrait s'affaiblir. Ce serait plutôt comme Mars, qui n'a pas de champ électromagnétique protecteur. En ce qui concerne l'électronique sur Terre, si nous subissons une de ces explosions, cela provoquerait une énorme surtension électrique dans les lignes électriques, celles qui sont encore métalliques. Donc si on a, un câble à fibre optique, pas de problème. Mais si on a les lignes électriques réelles, qui sont plus métalliques, alors elles seront détruites. On va les faire briller. On aura des feux. Nous aurons, la fonte des choses. Notre réseau électrique est le même que celui que nous avions il y a des décennies. J'étudie la physique spatiale et l'ingénierie spatiale, et je m'intéresse à la façon dont l'énergie du Soleil influence l'environnement spatial de la Terre. Je suis Marc Moldouin, professeur de sciences et d'ingénierie climatique et spatiale ici à l'Université du Michigan. Un des domaines dans lesquels je me spécialise est la météo spatiale, et c'est la façon dont le Soleil influence l'environnement terrestre, et en particulier la technologie,
des satellites aux réseaux électriques, en passant par les systèmes de communication, les systèmes de navigation. Ces grandes tempêtes géomagnétiques ressemblent un peu à des ouragans. Ils ont un nom, et en général, ils sont nommés d'après la période de l'année. Il y a donc une célèbre tempête d'Halloween et une tempête de Bastille, mais quelques-unes portent le nom de personne. Et la tempête géomagnétique la plus célèbre eut lieu en septembre 1859, lorsqu'un scientifique, Richard Carrington, faisait un croquis du Soleil, et alors qu'il esquissait la tache solaire du Soleil, il vit un éclair visible. Environ un jour plus tard, il a remarqué que l'aiguille de la boussole, le magnétomètre, bougeait. Il a écrit une lettre aux transactions royales, disant « Chers messieurs, à cette date, j'ai observé ce, éruption éclairante, puis, la perturbation géomagnétique. » Quelqu'un d'autre l'a observé? Et des gens dans le monde entier ont dit, qu'ils l'ont fait, et, je veux dire, ils ont observé des aurores à Cuba, n'est-ce pas? Je veux dire, donc c'était une énorme quantité d'énergie déversée dans le système. Il suggéra que ce qui s'est passé sur le Soleil a provoqué un mouvement du champ magnétique, et c'était donc la première suggestion de ce lien selon laquelle les tempêtes sur le Soleil peuvent provoquer des tempêtes sur Terre. L'événement Carrington, en 1859 était préuniversel à tous les types de technologies. La communication se faisait par des fils télégraphiques, et il y avait des incendies qui éclataient, dans les gares ferroviaires, au télégraphe. Et les éjections de masse coronale sont d'énormes explosions de l'atmosphère externe du Soleil. Vous pouvez imaginer un porte-avions et maintenant imaginer environ un demi-million de porte-avions, ce qui représente une masse d'éjection de masse coronale. Il peut être projeté hors du Soleil à quelques millions de miles à l'heure, et il peut donc falloir un jour ou deux pour passer du Soleil à la Terre, mais il possède une énorme quantité d'énergie, juste de la quantité de mouvement, et il frappe le bouclier protecteur de la Terre, provoquant ainsi. Ça résonne comme une cloche. Un grand événement d'éjection de masse coronale de type Carrington pourrait mettre hors service le réseau électrique de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Il y a seulement une dizaine d'années, nous avons compris pourquoi tout à coup les lignes télégraphiques se sont allumées sur la planète Terre 19 heures plus tard, car c'est le temps qu'il a fallu pour que l'énergie du Soleil à la Terre s'installe dans les lignes télégraphiques et les enflamme. Les opérateurs de choc, pour provoquer des incendies dans les villes et dans les broussailles. C'était à cause d'une petite éruption solaire, en réalité une petite en comparaison. Mais le deal, c'est que si ce même cas se produisait maintenant, nous aurions bien plus que des lignes télégraphiques. Nous perdrions tous nos satellites dans l'espace. Nous perdrions beaucoup, la plupart des communications sur Terre. On en perdrait beaucoup, on aurait complètement disparu avec le GPS. Ça aurait disparu. On va avoir beaucoup d'incendies de transformateurs, tout ça, et des coupures de courant, peut-être des années pour réparer toutes les coupures de courant causées par quelque chose d'aussi massif. Le problème, c'est que ces choses arrivent tout le temps. Il y en avait un sur 6, dans les années 600, appelé l'événement Charlemagne. Il y en a eu un autre, encore plus ancien, qu'ils ont enregistré au Japon où, si cela avait eu une autre société, et il n'aurait jamais eu de technologie, il n'aurait pas eu de technologie après ces événements. Donc ce n'est pas rare. Les cycles de catastrophes correspondent aux différentes périodes de temps pendant lesquelles le Soleil traverse ces changements, ou les cycles des taches solaires, ou les cycles de Gleisberg, ou peu importe ce qu'ils traversent, pour que ces événements se produisent sur Terre qui sont catastrophiques magnétiquement, en énergie solaire et en éjection de masse coronale. C'est ce que sont les cycles catastrophes. Il y en a beaucoup. Nous devrions avoir un autre Carrington très bientôt, peut-être dans les 5-10 prochaines années. Mais ce n'est qu'un avant-match, tu sais. C'était déjà un événement de niveau extinction, où les amas d'extinction du passé semblaient s'associer à ces déplacements magnétiques. Mais maintenant, les humains se sont encore aggravé la situation. Nous sommes actuellement encore plus à risque que n'importe quelle espèce n'a jamais pu l'avoir été sur cette planète pour quelque chose qui se produit encore et encore, très régulièrement, ce qui est censé se reproduire maintenant et qui a déjà commencé. Les choses ont vraiment commencé à changer avec le champ magnétique terrestre au milieu des années 1800. Il la situe en 1859, la même année exacte que la dernière super-éruption du Soleil. De ce moment jusqu'en l'an 2000, nous avions en moyenne environ 10 à 20 km de mouvement magnétique des pôles par an,
et nous avions perdu au total environ 10% de la protection magnétique dont bénéficie notre planète. Et cela s'est passé dans environ 150 ans. Ces 10% ont grimpé à 15% en 2010. Nous sommes passés de perdre environ 5% par siècle à 5% par décennie. En fait, la mission la plus récente, la mission spatiale, pour surveiller le champ magnétique terrestre, est de l'Agence spatiale européenne, appelée SWARM. Leur responsable de mission a déclaré publiquement: « Nous sommes passés de 5% de notre champ magnétique par siècle à 5% par décennie. » Nous perdons le champ magnétique 10 fois plus vite maintenant. Fait intéressant, il n'a pas eu ce poste bien plus longtemps. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Ils veulent quitter les villes. Ils veulent quitter les zones peuplées. Et cette vallée a un très beau climat. C'est de l'air sec, pas beaucoup de pluie, pas beaucoup de neige. S'il neige ici, il ne reste pas très longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent ici ou qui prévoient de s'installer. Il nous reste 4 lots sur les 33 à vendre. Depuis notre ouverture en septembre, j'ai probablement montré à 50 personnes, 50 familles, les terrains que nous avons à disposition. Une agente immobilière locale a appelé Ben et l'a remercié pour tout le développement économique qui se passe ici, car elle a dit qu'elle n'avait jamais eu un tel pic d'intérêt pour l'immobilier dans cette vallée. Je suis Mike Hagwood. Je suis le responsable des opérations ici à Observer Ranch. Mes tâches consistent à tout aller, de l'accueil et de l'accueil des invités qui viennent ici, à l'aide aux gens pour trouver un endroit dans cette zone, au lavage des toilettes, au nettoyage des sols, et en gros à réparer tout ce qui casse. Beaucoup de casquettes que je porte. Nous ne sommes pas un camping normal. Nous sommes un terrain de camping pour aujourd'hui et une éducation pour demain. Nous essayons toujours de développer les compétences des membres qui viennent ici, des invités qui viennent ici, et ils peuvent venir s'ils ont des questions. Ce n'est pas un truc absurde car là on perd cette connexion et cet aspect communautaire. Si tu n'es pas honnête avec les gens, tu n'y arriveras pas. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, simplement présenter un espace où les gens peuvent être authentiques, apprendre des compétences et se sentir partie de la famille, pas seulement de la communauté, mais aussi de la famille. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, cher Mike. Joyeux anniversaire à toi. Et bien d'autres. Est-ce les humains qui changent cette planète, ou est-ce un cycle que la planète traverse peut-être tous les 12 000, peut-être tous les 6 000 ans? On va faire un virage à 90 degrés. L'Amérique du Nord va en fait se déplacer vers l'Amérique du Sud. Je dis aux gens que le temps du Maine sera celui de la Floride, et que celui de la Floride sera celui du Maine. Dans cette vallée, nous serons à peu près pareils, mais nous serons dans l'hémisphère sud. Mais comme cette croûte bouge comme dans une baignoire quand on fait bouger l'eau d'avant en arrière alors que l'Amérique du Nord tombe vers le sud, elle va commencer. S'accumulant sur la côte et dans le golfe, et ça va s'accumuler encore et encore. Tout cela se passe en environ une journée.
Quand j'ai commencé à assembler ces pièces du puzzle vers 2012, j'avais l'impression que sur une île, il y avait une poignée de personnes sur Internet qui en parlaient. Peut-être que quelques professeurs pourraient en parler. Plus maintenant. Le feu a touché des tentes à boissons, peut-être des centaines de millions de personnes. J'ai vu Elon en parler dans un podcast. Et nous parlons du monde anglophone seulement, il doit y avoir des dizaines de millions de personnes qui savent que cela va arriver ou au moins ont entendu parler de cela. Nous allons découvrir de quoi sont faits les êtres humains. C'est le bon comme le mauvais. Plus il y a de gens qui savent, plus il y aura de personnes prêtes physiquement, intellectuellement et létalement. Ce que tu ressens n'a pas d'importance. Fait et action. Quand le ciel commence à brûler. Chaque fin n'est qu'un autre tournant. Si la dernière flamme du soleil est l'aube dans le ciel. Alors que la terre s'arrêtait. L'un des principaux moyens par lesquels les toxines se manifestent est dans notre approvisionnement en eau. Ça a l'air terrible. C'est censé être désinfecté et purifié pour nous. Je suis très content que mon pote ait installé ça pour moi. Je suis presque sûr que, tout ce que ma famille et moi buvons est non seulement propre, mais contient aussi les bons minéraux pour ce dont nous avons besoin. Quand on commence à regarder le soleil, on ne peut s'empêcher d'être d'abord impressionné, presque tout seul, par sa beauté. On regarde quelque chose d'incroyable d'une manière que vous n'aviez jamais vue auparavant. Et ensuite, soit on incorpore, soit on découvre à quel point notre Soleil influence tout ce qui se trouve dans notre système solaire. Ce qui est important pour nous ici sur Terre, c'est que le Soleil pourrait à tout moment déterminer que vous retournez à l'âge de pierre. Toute votre technologie électrique ne fonctionnera plus. Il contrôle les principaux cycles climatologiques et a un impact sur les volcans. Son interaction avec le champ magnétique terrestre est cruciale pour tout ce qui concerne notre mode de vie. Ce n'est normalement pas si grave, mais avec le champ magnétique terrestre qui se dirige pratiquement vers la panne en ce moment, cela devient soudainement très important, c'est pourquoi tout le monde doit se préparer d'une manière ou d'une autre. Quand on considère que ce n'est pas seulement la Terre qui change de cette façon en ce moment, mais que le Soleil change, et en fait, toutes les planètes changent, et notre équipement scientifique est devenu suffisamment sophistiqué pour que nous puissions détecter des changements même dans l'espace interplanétaire entre les planètes. Il y a plus de matière chargée. Il y a encore de la poussière. Cela commence vraiment à pousser vers l'idée qu'il se passe quelque chose dans tout le système solaire en ce moment. Et il existe une explication assez solide à cela au niveau galactique. En gros, un renversement magnétique galactique où la Terre et tout le système solaire voyagent des champs magnétiques nord de la galaxie vers les champs magnétiques méridionaux, et cela a un impact sur tout ce qui se trouve dans le système solaire. Et il s'avère qu'ils ont en fait identifié quelque chose qui pourrait être le coupable ici, dans la Voie lactée et dans d'autres galaxies. Les stars l'ont aussi. Ils peuvent le reproduire en laboratoire. C'est essentiellement une enveloppe de courant électrique, un champ électrique ondulant et ondulant traversant approximativement l'équateur de la galaxie, qui sépare les champs magnétiques nord et sud. Cela existe.
Ils savent qu'elle existe. Ils ont en fait bien caractérisé celui de la Voie lactée. Ils savent à quelle hauteur montent les vagues. Ils connaissent l'épaisseur de la vague. Et quand on considère que c'est à grande échelle, je veux dire, bien plus grande que l'ensemble de notre système solaire, le retournement des champs magnétiques, il est beaucoup plus facile de commencer à comprendre comment tout le système solaire, pour nous surtout la Terre, est en train de changer. C'est vrai. Et cela explique aussi pourquoi cela se produit sur un cycle aussi régulier, car cette onde est assez régulière et tend à balayer notre système solaire après une période donnée, ce qui dans ce cas, probablement environ 6000 ans. L'événement de pic se produit lorsque l'inversion magnétique galactique déclenche la micronova solaire. Les scientifiques connaissent deux façons de déclencher une nova répétitive sur une étoile, un coup magnétique et la décharge de matière sur l'étoile. L'inversion magnétique galactique est le coup de pouce, et la feuille de courant galactique apporte le matériau supplémentaire comme la poussière de nova et des gaz aléatoires. La présence d'isotopes de nova dans les fragments d'os et le verre noir, les anciens qui craignaient le Soleil comme destructeur, et les deux façons de déclencher une nova arrivant exactement au même moment. Quelle coïncidence! 10, 9, démarrage de la séquence d'allumage, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tous moteurs tournés. C'est là que tous ces programmes sont venus pour pouvoir lancer des hommes dans l'espace. Ce n'était pas une question de vendre des tracteurs. Il s'agissait de découvrir ce qui se passe et de le prouver. Ils l'ont prouvé. Et ils ont trouvé le même type de verre noir et d'immenses dunes de sable sur Mars. Ils ont trouvé tout ça sur ces planètes. Ce truc fait disparaître le Soleil depuis des éons. Et nous allons bientôt être en plein milieu du prochain. Einstein était convaincu que la Terre tournait dans ces catastrophes. Il en était de même pour le Major White, qui a mené le projet Nanook dans l'Arctique canadien. Et pensez aux mammouths congelés avec de la nourriture non digérée dans la bouche et l'estomac. Ils ont dû déterrer ces créatures de la glace. Rien ne pousse là-bas maintenant. Mais ces animaux ont gelé pendant la période glaciaire, quand il faisait encore plus froid. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils ne l'étaient pas. Du moins pas à cette latitude. Ils broutaient dans les latitudes moyennes, peut-être basses, puis la Terre les a poussés vers le gel polaire et le décalage de la croûte. Et c'est ce qui est dangereux avec ces micronovis. Quand ils descendent dans la lithosphère, ces roches de type olivine, et qu'elles deviennent glissantes, c'est là que les choses commencent à bouger et à devenir folles. Mais nous voyons aujourd'hui le même genre de choses. Nous voyons les tremblements de terre se produire de plus en plus souvent. Nous voyons des volcans apparaître de plus en plus souvent. Nous assistons à l'induction de l'énergie solaire dans notre lithosphère pour produire ces effets. Et il y a aussi de vrais problèmes qui se produisent au cœur de notre corps. Ces différences de rotation et ces bizarreries qui se produisent là-bas. Donc quelque chose cloche. Mais la plupart du temps, on ne peut pas vraiment le voir parce qu'on va travailler, on rentre à la maison, on regarde une télévision et on regarde la télé ou autre. Mais si l'on regarde les choses sur un certain calendrier, on peut voir que ces changements se produisent depuis un certain temps déjà. Le fait que cela se produise dans les années 2030 ou 2040, c'est environ 95% certain. Des choses comme la façon dont la Terre va s'incliner et le fait qu'il s'agisse d'une micronova solaire plutôt qu'une sorte de grosse éruption ou quoi que ce soit de ce genre, 75% à 80%. Il n'y a pas d'autre explication qui corresponde aux preuves, même si je reconnais qu'il est possible que nous n'ayons tout simplement pas encore trouvé de solution. Mais cela s'accorde si bien avec les preuves, l'explication scientifique et le mécanisme fondé sur la physique de la façon dont cela se déroule. Je pense qu'il est important de connaître le retournement de la Terre, la micronova, comment le gouvernement a caché cela, comment les milliardaires se préparent, et comment relier cela au fait que c'est exactement ce que les religions nous ont dit qui allait arriver à notre culture. Ça va arriver au ciel.
Ça va arriver au soleil. Apocalypse 16, 8, et le quatrième ange versèrent sa fiole sur le soleil et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Un tiers des étoiles disparaissant du ciel. Il savait faire la différence entre étoiles et météorites. Un tiers des étoiles qui descendent ne sont pas des météores. C'est la Terre qui tourne ainsi et une partie du ciel que l'on voyait avant n'est plus visible. La Terre se balançait d'avant en arrière comme un ivrogne. On met tout cela ensemble et on se demande, attends une minute, non seulement les maths disent que c'est comme ça que ça se passe, mais la physique et la chimie disent que c'est ainsi que ça se passe. C'est ce que nous regardons. Oh, et au fait, ils savaient ça il y a quelques milliers d'années et l'ont mis dans un livre. Bien sûr, il y a certains détails et certains aspects que j'ai partagés qui correspondent le mieux aux preuves. Mais le fait qu'il y ait un décalage cyclique des pôles magnétiques, nous en sommes parfaitement mérités. Ça se passe déjà. Elle a commencé. Cela est sur le point de culminer dans un événement de niveau extinction sur cette planète. Aucun scientifique n'est jamais sûr à 100%, donc je dirais 99,9%. Ces choses-là, c'est réel. Ça arrive. C'est notre avenir imminent. Toutes les preuves géologiques suggèrent que ces déplacements des pôles magnétiques ont des impacts significatifs sur notre météo, le climat en général, sur l'environnement radiatif de notre planète dans lequel nous vivons, ainsi que sur divers autres changements géophysiques. Certains scientifiques ont qualifié cela de catastrophe environnementale. Certains ont qualifié cela d'événement de niveau extinction. Malheureusement, nous sommes actuellement au premier processus d'un autre de ces déplacements des pôles magnétiques. Cela n'arrive pas seulement à la Terre, cela arrive à tout le système solaire. Chaque étoile, chaque planète, chaque monde sur le chemin de la feuille de courant galactique. Lorsque notre système solaire traverse cette couche, le Soleil réagit aussi. Avant la majeure explosion solaire, le Soleil deviendra plus sombre, plus rouge. Le ciel de la Terre prendra une teinte cuivrée lorsque la poussière s'infiltre dans le système interne. Les anciens craignaient le Soleil rouge, et ce, pour de bonnes raisons. Le Soleil devient rouge. Puis s'assombrit presque jusqu'au noir. Mais ensuite vient la micronova. L'éclair nous atteint en quelques minutes, l'onde de choc de nova en quelques heures. Quand elle frappe, la magnétosphère s'effondre. Imaginez si un jour nous nous réveillons sans électricité, pas d'internet, pas de téléphone. Tu ouvres le robinet, rien ne se passe. L'économie mondialisée s'effondre. Tout le refroidissement des centrales nucléaires échoue, et chacune d'elles dans le monde risque de fusion en même temps que le reste de ces cas. La décharge électromagnétique à travers la croûte et le manteau les fait fondre de leur position verrouillée, et la coque extérieure de la Terre commence à glisser. Des zones climatiques entières échangent leur place en une seule journée. La croûte se déroule dans les océans, immobile dans son inertie. Le clapotis des océans Indien et Pacifique détruit la région d'Asie où vivent 70% des humains. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont touchés par le nord et le sud.
En quelques heures, la moitié de la civilisation est effacée de la surface de la Terre. Et puis un hiver mondial s'installe. Tout se fige. Quand la poussière retombe enfin, la Terre renaît, et le cycle de 6000 ans recommence. Le nord et le sud ne sont plus là où ils étaient. Beaucoup de ceux qui survivent devront le faire sous terre. Il y a tellement, de gens intelligents et créatifs ici. Beaucoup d'observateurs ont des raisons différentes de déménager ici. Nous venons de l'ouest du Massachusetts, et, regardez les livres d'histoire, 1800 morts de froid, une année sans été. Avant, il neigeait en juillet. Et c'est comme si c'était ce qui se passe quand un volcan explose. Le nord-est devient juste une glaciale, Sibérie. Et, il se passe beaucoup de choses. Et je veux dire, tu as une. Vous savez, vous entendez la NASA rapporter qu'il s'accumule de la poussière sur la couronne solaire. Et c'est comme, bon, c'est très intéressant. Je lisais aussi justement un article sur le « Que se passe-t-il lorsqu'une étoile reçoit de la poussière déposée dessus ?» Ça s'envole avec des méga-éruptions et c'est, un corona entier s'envole parfois. Et c'est comme, eh bien, c'est, vous savez, en tant qu'observateur, c'est comme, d'accord, on a de la poussière qui s'accumule sur une étoile, qui se déplace dans notre système solaire, ça semble être quelque chose auquel il faut prêter attention. Réfléchissez-y un peu. Il y a environ un an, j'ai commencé à vraiment réfléchir à l'endroit où je vivais au cas où il y aurait un autre scénario à la Carrington. Événement Carrington, oui, et, la côte était en juste très peuplée, difficile les bons jours. Très peuplée, oui, difficile les bons jours. Donc j'ai commencé à regarder vers l'ouest. Alors, oui, je viens de chercher un boulot, que je pourrais faire pendant qu'on était ici. Et, eh bien, et toi aussi, je veux dire, mon Dieu, il est ce. Quel type intelligent. Je veux dire, ça, les aspects techniques. J'apprécie. Eh bien, c'est vrai. C'est la vérité. Vous savez, nous avons beaucoup de points communs tous les deux, car nous ne venons pas ici pour notre bien. Nous avons des petits, et nous ne voulons pas qu'ils soient en plein orage. C'est vraiment intéressant. Même c'est un peu comme si plus on apprenait, plus on n'avait pas envie de savoir. Ça aussi. Oui. Eh bien, tu boucles aussi la boucle, je suppose. Cette théorie du fer à cheval. Tu sais, on apprend assez. Commencer à vouloir juste traîner près d'un feu de camp. Est-ce le compte à rebours final? Fait. Même. C'est le compte à rebours final. Na. C'est une chanson appropriée pour cet endroit, en fait. Oui. Compte à rebours final. Non. Na.
Quand mon cœur s'est arrêté, j'ai vécu une expérience qui était. Ça me fait ne pas avoir peur de mourir. C'était la période la plus paisible dont je me souvienne de toute ma vie. C'est paisible. Si je ne peux pas, il n'y a pas de mots humains pour le décrire, mais c'était incroyable. C'était incroyable, donc non, je n'ai pas peur de mourir. Même. Je veux dire, ça faisait tellement longtemps que ça se préparait, et quand on arrive là, on est entouré de beaucoup de gens partageant les mêmes idées. Pas. Ce n'est pas sectaire, et croyez-moi, il y a encore beaucoup de non-entendus sur les choses, la politique et ce genre de choses avec les gens. J'écoutais plutôt, et je pouvais voir qu'il y avait encore beaucoup de divergences sur beaucoup de choses. Mais il y a quelques personnes ici qui, vous savez, ressentent la même chose pour la plupart des choses. Mais nous ressentons tous un peu la même chose à propos de ce qui arrive et de ce qui va arriver. Donc, au final, je pense qu'ils sont très similaires. Donc ça fait du bien pour ça parce qu'on ne l'a pas chez soi. Il existe des communautés anciennes creusées dans les flancs montagneux, des villes souterraines anciennes, comme en Turquie, où elles hébergeaient environ 20 000 personnes avec leur bétail et leur nourriture, sous terre dans un labyrinthe de grottes. On trouve des communautés souterraines similaires partout dans le monde. Aujourd'hui, le terme homme des cavernes est presque péjoratif, mais il est rare que nous nous arrêtions pour réfléchir à la façon dont un endroit comme celui-ci aurait pu être construit sans aucun outil moderne. Ou plus important encore, pourquoi ces civilisations anciennes ressentiraient-elles le besoin d'aller aussi loin pour vivre sous terre ou pour que leur maison soit creusée profondément dans une montagne? Ils se protégeaient de quelque chose. Tu sais, quand j'étais enfant, j'ai remarqué que le soleil dont je me souviens était beaucoup plus jaune. Et je pensais qu'en vieillissant, c'était peut-être ma vision qui changeait ou quelque chose comme ça, mais le soleil paraît un peu plus blanc en ce moment. Mais quand Ben a mentionné que le soleil était plus jaune avant, j'ai répondu, c'est. Je m'en souviens. Alors je suis allé sur Internet et j'ai essayé de savoir, est-ce que d'autres personnes remarquent que le soleil devient plus blanc? Et effectivement, il y a tout un tas de gens qui remarquent exactement la même chose. Je m'appelle Zach Vory. On m'appelle le lanceur d'alerte Google, et j'avais une vision de l'intérieur de la façon dont ils faisaient leur censure chez Google, et je connais le programme. Ce programme s'appelait Machine Learning Fairness, et c'est ce programme qui m'a conduit aujourd'hui à Observer Ranch. Vous savez, je croyais vraiment au changement climatique et tout ça, puis j'ai commencé à faire les calculs une fois que j'ai vu le niveau de censure que Google pratiquait, et j'ai commencé à réaliser que ces chiffres ne correspondaient pas.
Je commence à voir que le réchauffement climatique lui-même est une couverture. C'est la désinformation qui aspire tout l'oxygène de la pièce pour masquer quelque chose qui est adjacent à cela. Et si vous regardez ce cycle catastrophe, l'éclat du soleil, la perte du bouclier magnétique et l'augmentation de l'aurore boréale, quelle excuse parfaite pourrait-il utiliser pour dire « Eh bien, c'est en fait notre faute, n'est-ce pas ?» Quand c'est quelque chose qui dépasse complètement le cadre de ce que n'importe quel humain ou groupe d'humains pourrait faire, cela vient en réalité de la source de la nature. Et au lieu de dire cela comme la vérité, transformer cela en manipulation et en blâmer la personne elle-même comme une sorte de commis de péché originel, et que c'est pour cela que le soleil est en colère contre nous. Ça me rappelle un peu une ancienne façon de penser, où le prêtre disait que c'était les gens eux-mêmes qui mettaient le dieu soleil en colère, non? Mais vous remplacez le dieu soleil pour le dieu de la terre, et tout à coup vous avez une histoire très ancienne, vous savez, de péché originel qu'on nous raconte pour nous contrôler, réguler, nous enlever nos droits. Et ce qui est intéressant, c'est que cela sert aussi à masquer un cycle de catastrophes naturelles. Et donc on obtient cette coïncidence où ça s'aligne parfaitement. Il y a une petite catastrophe comme celle que nous avons eue avec le déluge de Noé, puis la grande, et cela dépend si vous traversez le milieu, le sommet ou le creux de cette nappe de courant galactique. Et donc la chronologie s'aligne. La Bible date d'environ 6000 ans. Nous sommes à la fin de ce cycle en ce moment. Et c'est donc ce qui m'a le plus surpris. Mais ensuite, je me demande, quelles sont les chances que je naisse à un moment où cet événement se produirait? Je veux dire, il y a, vous savez, si vous viviez 100 ans, il y en aurait 10 dans 1000 ans, et ce cycle de catastrophe s'étire, vous savez, tous les 6000 ans. Donc c'est une chance sur 60 que vous naissiez dans un cycle catastrophe. Donc la question que je me posais, ma génération est-elle dans cette position malchanceuse? Et la réponse pourrait être oui. L'aurore boréale qui se déroule dans le sud de la Floride, où j'ai passé une partie de l'année, a vraiment éveillé mon intérêt, car je sais que cela ne devrait pas arriver. Quand j'étudiais la géologie, nous avons brièvement mentionné le déplacement des pôles, mais c'est quelque chose qui arrive tous les 100 000 ans, et on l'a balayé d'un revers de main car personne ne connaît vraiment la science à ce sujet. Mais quand cet événement est arrivé, j'ai commencé à chercher en ligne une explication sur la façon dont les aurores boréales peuvent pénétrer le champ magnétique visible dans le sud de la Floride. Les preuves de ce qui est très probable commencent vraiment à s'accumuler. Nous assistons à tous ces changements météorologiques, et j'ai toujours soupçonné que cela avait un lien avec le changement climatique d'origine humaine. Je n'y pense que depuis 6 mois, mais il y a deux façons de procéder, car on ne sait pas quand le tir solaire fatal, comme Ben l'appelle, le tir solaire technologique, aura lieu. Cela peut arriver le mois prochain, ou cela peut arriver dans plus de 5 ans. Et puis il y a du temps sans électricité jusqu'à ce que les choses mauvaises se produisent, à savoir la micronova et le potentiel de tournage de la Terre. Donc cette période, cela peut durer une décennie ou un an. Où passez-vous cette décennie sans électricité? Vous pouvez passer cette décennie dans un environnement difficile qui devient incroyable lorsque la Terre tourne, ou dans un environnement magnifique en sachant que ce n'est pas survivable. Et on ne sait tout simplement pas quand ce tir solaire pour tuer l'électronique va arriver. Donc, si jamais je suis ici quand cela arrivera, je resterai ici.
Mais si je me trouve sur une île des Caraïbes, alors je peux simplement profiter, du tir solaire qui détruit l'électronique. Je me vois totalement en paix, avec le tsunami qui va arriver un jour, et, certaines personnes comme Ben avaient raison. Je suis allé à un festival en ville, et une des dames est venue me voir et a commencé à me crier dessus en disant « Vous êtes juste une secte là-bas. Vous êtes des doomsdayers. » Et je me disais « Oh, waouh. Je suis là depuis si longtemps et je ne vois pas ça du tout. Tu sais, pourquoi tu ne viens pas voir le ranch? Tu vois ?» Environ 6 mois plus tard, elle est sortie avec un groupe d'école, et elle a dit « Cet endroit est vraiment cool. » Alors. Donc je travaille toute la journée. Je me lève généralement à 19 h, puis je travaille jusqu'à environ 22 h. Mais ça ne ressemble pas à du travail, car je suis toujours en contact avec des invités, et c'est ce que j'aime vraiment. Une des choses sympas de venir ici, c'est que ça correspond à ce que j'ai écrit en 2000. En 2000, j'ai écrit une liste, sur un groupe Yahoo de ce que je voulais faire, le rêve de rencontrer des gens, de les aider à acquérir de nouvelles compétences, et puis cela s'est réalisé. Mike est le responsable des opérations. Il supervise et tient tout le monde en ligne pour et aide, à s'assurer que nous sommes tous logistiquement. Faire ce qu'on est censé faire. Il interrompt. Donc tu as dit la même chose que moi. Nous avons tous les deux dit la même chose l'un de l'autre. Eh bien, tant mieux. Je ne savais pas ça. On a tous pris nos notes, mais c'est vrai. C'est Barb la patronne. Même homme. Tu me fais croire que c'est moi le patron. Non. Tu sais, j'aime vraiment cette planète. Depuis qu'on m'a déposé ici. Quand j'étais enfant, je disais, « Maman, je sais comment je vais mourir. Je vais me faire frapper par une météorite. » Et elle a dit, « Ne parle pas comme ça, tu es fou. » Tu vois? J'ai dit, je pourrais l'être, mais c'est ce que je viens de voir. Météore, soleil, peu importe. C'est comme si j'avais réalisé très jeune que c'est une période très transitoire dans notre machine à voyager dans le temps. Et c'est drôle, j'ai grandi en Floride. J'ai déménagé dans l'Indiana, je suis venu, j'ai appris à surfer. Je surfe sur cet océan depuis 50 ans, quelque chose comme ça. Et c'est toujours agréable de revenir. Tu vois, c'est une planète magnifique. J'adore être dans cet endroit. Et je comprends qu'il est peut-être temps de recommencer à tout faire. Disons juste, pour le bien de l'argument, que oui, dans 20 ans, tout sera complètement effacé. Je vais te donner 2 options. Tu peux soit t'en inquiéter, soit être comme le docteur Strangelove, qui a appris à arrêter de s'inquiéter et à aimer la bombe, parce qu'il y a des qualités chez elle. Mais tu as, disons, 20 ans. Donc si tu as 20 ans, tu sais, tu as beaucoup de temps pour t'amuser. Sors et profitant. C'est ce que je fais. Vous savez, il y a seulement quelques centaines d'années, nous avions le télégraphe, avions-nous les chemins de fer. Puis nous avons eu les télécommunications, puis les médicaments, puis les microscopes, puis la réfrigération. Et ces 2 choses, soit dit en passant, ont probablement doublé notre espérance de vie de 40 à environ 80 ans. J'aimerais la voir durer bien plus longtemps que seulement 80 jours. Tu sais, ma carrière professionnelle. Elle a vraiment été centrée sur la longévité, la vie plus longue, une vie plus saine. En réalité, c'est la fin du monde pour la plupart d'entre nous. Je veux dire, tous ces gens sur la plage, tous ces gens en ville, ils auront disparu. Ils seront certainement partis avant l'événement, ou certainement les conséquences de l'absence de nourriture, pas d'air, pas d'eau,
ce genre de choses. Ça va être fou. Mais il m'arrive parfois de me demander si tout cet élan de mon travail était pour me permettre de voir cela. Parce que si je n'avais pas appris tout ce que j'ai appris ces 15, 20 dernières années sur la longévité, la physique solaire et tout ça, je n'aurais peut-être jamais été prêt pour ça. Je l'aurais manqué, pour ainsi dire. Je veux dire, c'est terrible d'y penser, mais je m'attends à mourir. Tu sais, il y a de fortes chances que je le fasse. Et si je ne le fais pas, c'est un super bonus, mais je ferai tout mon possible pour être en bonne santé pour survivre, parce que je veux voir ça. Je sais que ça paraît fou, mais je veux vivre assez longtemps pour voir la fin du monde.